Ah, ça y est. Parfait, c'est parfait et bonjour à vous deux. Je suis un peu surpris de vous voir apparaître parce qu'en fait on a fait un test ce matin, on est lundi 27 juin 2022. Comme ça, j'explique en forme d'introduction pourquoi on se voit en direct. On est actuellement sur Instagram en direct vidéo. C'est un jour un peu particulier puisque c'est la deuxième saison de 11 rendez-vous qui ont lieu de novembre à septembre. Donc c'est la deuxième saison. La première saison, c'était une forme sur Zoom. Et là, la deuxième saison, c'est plutôt des entretiens ouverts sur Instagram avec des artistes ou parfois des couples d'artistes. C'est votre cas, c'est nos cosmes. Voilà, donc bonjour Grégory, bonjour Anaïs. Je suis enchanté que vous acceptiez qu'on puisse discuter ensemble pour que vous puissiez me parler un petit peu de votre travail sur cette vidéo qui va venir rejoindre a posteriori, c'est-à-dire maintenant pour ceux qui le regarderont sur la chaîne YouTube. Ça a l'air très compliqué tout ça, mais c'est des questions de temps et c'est des questions aussi de technologie parce que c'est un petit peu ça ce qui me questionne. Bien que, bon, je le rappelle, je sois aussi psychanalyste, en fait, j'ai toujours un pied dans la création artistique et un questionnement qu'on appelle la scénographie avec le rapport à la technologie. Alors bien évidemment, avec un nom d'artiste, un groupe, un couple, scénocosme, il y a le mot scéno à l'intérieur de ça, mais on va peut-être pas commencer par là. Je ne sais pas ce qui me semblerait important de dire, si ce n'est qu'on est au début du printemps, non, au début de l'été. Le printemps est déjà terminé puisqu'on on est fin juin. Et dans toutes vos œuvres depuis plus d'une quinzaine d'années, la dimension du cosmos, la dimension de la nature, rencontre la technologie dans des dispositifs, des installations qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Et vous vivez dans l'Hexagone, en France, mais ce qui est assez curieux, c'est que vous êtes un peu à part dans cet environnement, je dirais, des arts numériques. Vous avez votre style propre, et votre style propre, il est certainement un croisement avec ce cosmos et avec cette nature depuis, je crois, 2004. Je n'ai pas pris de notes, on va se parler un petit peu comme ça. Est-ce qu'il faut vous présenter l'un et l'autre? Peut-être pas, mais peut-être nous dire ce que vous souhaitez mettre en avant, le nom du couple artiste ou votre nom propre à chacun en tant que plasticien. Grégory, Anaïs, Anaïs, Grégory. Et merci encore. Eh bien, merci, merci à toi, Franck. Euh, Vous commencez? Oui, bah, tu as plutôt bien introduit. Euh, oui, donc bah, avec Anaïs, donc ça fait longtemps qu'on travaille en tout cas sur cette idée d'hybridation entre nature et technologie, sur cette idée d'installation, sur cette idée d'œuvres qui mettent en relation corporelle et sociale les spectateurs autour de l'œuvre, les inviter à partager une expérience. Excuse-moi de te couper, Grégory. Comme vous êtes un peu loin du téléphone et qu'on n'utilise pas de micro, parlez juste un petit peu plus fort. Alors, soit là, ça fait vraiment photomaton et c'est très agréable dans le carré. C'est vous qui choisissez, comme ça sera plus facile au niveau de l'enregistrement. Voilà. Merci Alors, beaucoup. tu nous as Oui, pas bien entendu du coup, tu n'as là, pas bien entendu. on vous entend bien, mais un peu moins fort que moi, comme vous êtes pour rentrer dans le cadre. C'est aussi le Ah oui. pourquoi du carré. Voilà. Donc là, si vous parlez un poil plus fort, ça sera parfait. Sinon, ça sera difficile en post-production pour pouvoir remettre les niveaux sonores. Mais tu évoquais directement cet aspect d'interaction que vous utilisez, qui est présent dans la plupart de vos œuvres. Voilà. Oui, tout à fait. Tu voulais dire des choses, Anaïs, non? Sinon, Du j'ai coup, tendance à monopoliser la parole, mais pour préciser sur l'idée d'hybridation et puis du coup de rencontre, en fait, dans cette idée d'hybridation, c'est l'idée de faire rencontrer des matières ou des environnements qui ne sont pas faits pour se rencontrer. Et du coup, c'est ce qui se passe aussi dans nos installations. Donc, la nature et la technologie se rencontrent dans l'idée voilà, de créer un- de créer du coup des œuvres qui sont vraiment singulières et qui sont après singulières dans le rapport que l'on va proposer avec les visiteurs, en fait. C'était, c'était aussi ça que je voulais rajouter par rapport à l'idée d'hybridation.
et que on est vraiment dans cette idée de créer un rapport aussi très sensible, très sensoriel, qui est toujours, enfin, pour la plupart du temps, lié au toucher. Donc vraiment travailler sur une interaction très, très sensible, très sensorielle entre le corps et la nature, afin de vraiment aussi stimuler, interroger nos relations contemporaines avec l'environnement qui nous entoure, que ce soit d'ailleurs l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social. Voilà, je voulais dire là-dessus. Vous inquiétez pas, on n'est pas sur un grand oral, mais Oui. effectivement, l'interaction, elle est présente depuis toujours. Elle est présente même peut-être dans la totalité de vos œuvres, Oui, sauf sous effectivement. forme de traces, bien évidemment. Mais vous avez des pièces aussi qui sont dans l'espace public, qui sont des œuvres pérennes, donc pas simplement, je dirais, en termes d'exposition, entre guillemets, éphémère, mais il y a cette chose d'expérimentation, c'est ça, l'expérimentation par le tactile. Hein. C'est souvent par effectivement le toucher dès le début que vos œuvres, je dirais, elles permettent d'expérimenter une autre dimension. Alors, on est vraiment dans l'implication du corps et c'est vrai que l'aspect tactile est très souvent mis en avant dans la plupart de nos installations, mais pas que. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, le corps en tant que tel a une très grande place. Et puis, ce que je voulais effectivement rajouter dans l'idée donc nous, effectivement, on fait beaucoup d'installations interactives, mais ce qui nous importe effectivement dans nos installations, c'est la notion d'interaction, de relation, d'interrelation. Enfin, ce sont toutes ces notions-là qui gravitent autour de nos installations. Et un autre aspect qui est pour nous important dans le fait de créer des œuvres interactives qui se déploient, qui se dévoilent toujours d'une manière, pas toujours de la même manière, mais qui peuvent vraiment évoluer en fonction de la qualité du contact, la qualité du toucher. Enfin, c'est la même chose, pardon, la qualité le nombre de personnes qui sont autour, des œuvres qui évoluent en fonction de plein de paramètres différents. C'est cette capacité de produire des œuvres, de montrer des œuvres qui ne se révèlent jamais tout à fait de la même manière. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne l'envie de revenir voir ou de venir voir comment le spectateur ou les spectateurs vont s'approprier à chaque fois différemment une création. Euh, D'avoir cette notion de surprise aussi. On a aussi c'est une surprise pour le spectateur, pour les spectateurs, à chaque fois, qui peut être à chaque fois plus ou moins renouvelée suivant les œuvres, hein, bien entendu. Mais c'est également pour nous, c'est également pour nous une surprise, c'est une manière aussi pour nous d'expérimenter d'une certaine manière, de voir comment les spectateurs vont nous emmener à découvrir l'œuvre d'une autre manière, d'une manière par laquelle nous ne l'avions pas forcément imaginé au départ. Cette idée de renouvellement, en tout cas, qui moi me porte depuis le départ dans nos créations. Cette idée de création, d'installation in situ, même si on reproduit une même installation dans un autre endroit, elle va pas forcément toujours réagir de la même manière, on va pas forcément la mettre en scène toujours de la même manière suivant les espaces dans lesquels on les met en place. Elles ne vont pas forcément résonner de la même manière. Euh, voilà, il y a cet aspect-là qui, pour nous, est primordial aussi, dans le fait de ne pas toujours forcément reproduire exactement les mêmes choses, même s'il y a des œuvres qui évoluent peu. Mais en tout cas, cette notion d'espace est importante. Et puis, il y a aussi une notion très importante dans la plupart de nos œuvres. Et là, je viens un petit peu sur l'idée de la scénographie, comment on scénographie la place du spectateur dans l'œuvre. Il y a il y a toujours ce double rapport. Il y a le fait d'être dans l'œuvre, d'être acteur de l'œuvre, hein, voilà, de faire d'être participant dans l'œuvre et euh, de la faire Grandir. grandir, vibrer. Et il y a le fait d'être en retrait aussi, d'être un spectateur en retrait, en train de regarder ou de, de regarder comment le spectateur s'approprie l'œuvre, de voir quelle émotion se tisse avec ce spectateur-là, et des spectateurs de ça aussi. Et ça c'est par exemple très important dans des créations comme Acousmaflore, nos œuvres avec des végétaux. Ce sont des œuvres donc avec des vraies plantes et lorsqu'on les caresse, elles produisent des sonorités.
elle crée une émotion, une réaction vraiment immédiate chez la personne qui la découvre pour la première fois. Très souvent, ça va être un effet de surprise, euh, ça va être un effet d'interrogation. Et puis, il y a vraiment des personnes qui peuvent être très touchées. Il y a vraiment une émotion forte qui se dessine, de très belles émotions, généralement très positives. Et cet aspect-là est très intéressant et très beau à voir. C'est aussi le cas dans une œuvre que l'on aime énormément, qui s'appelle Light Contact. C'est une œuvre dans laquelle il y a une personne qui doit toucher sur un socle une bille en métal. Et à partir du moment où elle a sa main en contact avec cette surface, tout son corps devient réactif. C'est-à-dire que le rituel de l'œuvre, parce qu'on parle de rituel dans nos créations, le rituel d'interaction consiste ensuite à venir toucher cette personne, donc lui toucher la peau, le visage, l'embrasser, etc. Il y a plein de gestuelles différentes qui, qui sont ensuite inventées par les publics. Et chaque fois qu'il y a un toucher ou une approche avec la peau de l'autre, en fonction de la qualité du contact entre l'approche ou le toucher plus franc, une sonorité va se révéler à chaque fois différemment en fonction de cette qualité du toucher. Donc on a vraiment la sensation comme ça de rentrer dans le corps et de rentrer la rétroaction sonore donne vraiment aussi cette sensation de rentrer dans le son. Donc en fait voilà, c'est cette rétroaction qui est donnée. Et dans cette œuvre-là, il y a une cinquantaine de scénarios sonores différents. C'est-à-dire chaque fois qu'une nouvelle personne va se prêter à cette relation, à cette interrelation avec l'œuvre, euh, le son qui lui sera donné, qui ne sera révélé que lorsqu'il y aura des personnes qui vont être en contact avec elle, ou lorsque cette personne va elle-même toucher une autre personne, ou quand il y a 10, 15, 30, 40, 50 personnes qui vont être ensemble avec cette personne, ça plutôt dans des cas lorsqu'on peut la présenter dans des temps de vernissage ou c'est des œuvres qu'on a aussi présentées dans l'espace urbain pour des événements tels que des nuits blanches, donc des événements où il y a beaucoup de gens de tous âges, de toute culture, etc. Et cette œuvre-là, du coup, au-delà de l'expérience de l'œuvre, quand d'un seul coup on voit 30-40 personnes qui sont ensemble, qui se donnent la main et qui vivent un truc très fort, tellement fort que parfois même les gens s'applaudissent eux-mêmes dans l'œuvre. Et ça, c'est super beau pour nous. Enfin, quand les gens s'applaudissent, nous on est spectateurs de ça, généralement on est là, mais on ne dit pas forcément qu'on est artiste, on est juste là pour assister à ce qui se passe. Et moi, à chaque fois que je vois ça, ça me fait des frissons dans le dos. En fait. Et en fait, je pense, tu peux rajouter? Oui. D'accord. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles justement il y a cette telle émotion aussi, c'est que l'installation est extrêmement minimale en fait. Comme disait Grégory, c'est juste un socle avec une bille qui est posée au sommet. Et en fait, il n'y a rien d'autre que juste cette petite bille qui est en fait l'objet central autour duquel les spectateurs vont se rassembler. On est vraiment dans l'idée d'une œuvre qui est médiateur en fait entre tous les spectateurs. Et en fait, c'est simplement cette fragile énergie électrostatique que l'on a, que l'on dégage de notre corps, qui va être en fait le déclencheur de toute cette scénographie sonore et lumineuse, parce qu'il y a aussi tout l'aspect lumineux que l'on met en place à chaque fois et qui est toujours une scénographie toujours unique pour chaque lieu qui est investi avec cette œuvre. Donc c'est vraiment cette simple petit échange énergétique entre les uns et les autres qui va vraiment générer l'élimination de toute une façade et tous ces scénarios sonores qui vont évoluer en fonction de la proximité et de la qualité des contacts des spectateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette émotion qui est très forte, c'est qu'en fait on ne cherche pas à mettre en valeur l'œuvre en tant que telle, mais plutôt toutes les interrelations qui se passent autour. Oui, et puis il y a vraiment cette idée d'être d'un seul coup imprégné, immergé vraiment dans cette couleur lumineuse, dans ce son, et d'oublier en fait tout ce qui se passe autour. Et ce sont des moments de rassemblement et de connexion très très beaux, très forts.
mais c'est aussi parce qu'il y a aussi ce rituel d'interaction, comme on le met, comme Grégory en a parlé. On est vraiment effectivement dans cette idée de rituel. C'est qu'à un moment donné, dans l'idée d'un rituel qui va permettre en fait de concentrer la personne, de mettre en jeu la personne, eh bien, à un moment donné, voilà, on crée un espace entre parenthèses dans l'espace public où les frontières habituelles, les notions de hiérarchie, distance sociale, telles qu'on a l'habitude d'avoir dans l'espace public, sont complètement oubliées. Donc c'est ce rituel artistique qui permet cette rencontre également et qui permet d'oublier, comme dit Grégory, ce dont on a l'habitude de vivre habituellement. Oui, d'ailleurs, l'expérience qu'on a eue, c'est que cette œuvre, nous avons pu la présenter, donc on l'a créée en 2009, si j'ai bonne mémoire, et on a eu l'occasion de la présenter dans des pays où normalement les contacts entre les gens ne sont pas aisés. C'était notamment le cas en Norvège, où on se dit plutôt bonjour de loin. Hein. Enfin, je parle de ça avant le Covid, hein, parce qu'on continue à se dire bonjour de loin, mais pour d'autres raisons. Et du coup, il y avait vraiment, pendant ce vernissage, c'était super beau, super fort. Moi, j'avais un petit peu des appréhensions. Et il y avait comme un lâcher-prise, oui. Les gens se prêtaient. Parce qu'il y avait à un moment donné cette possibilité dans ce cadre artistique, ce jeu possible avec l'œuvre. Les gens prenaient un plaisir immense à pouvoir se donner la main tous ensemble. Ce sont des œuvres qu'on a présentées aussi en Asie, en Chine, dans Ouais, je plein de crois que pays. vous avez présenté votre travail sur tous les continents. Euh, on en a fait pas mal, ouais. Oui, oui, Mais oui, je Exactement. pense que vous avez présenté en Australie aussi, non? oui, Ouais. avec Donc, cette œuvre. je pense que vous avez présenté votre travail sur tous les continents. Donc, c'est cette dimension planétaire, mais pas d'un point de vue planétaire. Planétaire au niveau, Anaïs, tu évoquais cet aspect des ondes magnétiques. Mais avant d'aller plus en avant, juste une chose, a été amenée la question du son qui permet cette immersion. L'immersion, tout le monde en parle, l'interactivité, tout le monde en parle. Et pourtant, vous amenez une autre dimension de par votre expérience, soit des spectateurs ou soit de vous en tant qu'artiste, une expérience effectivement de rituel. Rituel qui est très à la mode aussi. Et je rajouterai encore un mot qui l'est un peu moins, mais qui permet de comprendre un petit peu de quoi il ne s'agit pas, donc de quoi il s'agit peut-être, c'est-à-dire la synesthésie. On pourrait très bien imaginer que cette interaction, voilà, son, image, action, participation. Mais il y a cette dimension, peut-être de par les matériaux que vous utilisez. Et dans les matériaux, vous parlez d'ondes. Là, on peut parler d'ondes. Voilà. Cet aspect énergétique, on peut l'appeler énergétique, il est permanent dans toutes vos œuvres. C'est vraiment une constante dans votre recherche à tous les deux? Alors, plutôt dans tout ce processus d'hybridation entre nature et technologie. C'est Voilà, donc ça. on a fait voilà, dans cette partie-là de notre processus artistique. Oui. Euh, Alors, c'est donc c'est plutôt un contact électrostatique, en électrostatique. fait. Hein. Voilà. Comme j'avais pas le mot exact, à la Oui. limite, je dirais l'aspect technique ou scientifique, il faut le laisser pour une rencontre beaucoup plus universitaire. Là, on est entre nous, mais j'essaye de mettre en avant ou de comprendre ou de partager ce dont vous nous parlez, qui est différent, qui est votre style, qui est votre voix, et qui est pas simplement aussi un cartel, une étude, même si vous avez été publié dans beaucoup de catalogues, de par les expositions dans certains lieux très reconnus comme le ZKM ou d'autres lieux. Mais il y a quelque chose dans ce rituel dont vous parlez et dans ce que vous nous donnez à partager de par les expériences lors de, bien sûr, des gens participent. Il y a quelque chose d'autre qui se passe et ça se passe pas par un discours pédagogique. Les gens viennent, on leur dit voilà, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez faire ceci. Et il n'y a pas d'indication. Les gens expérimentent par eux-mêmes corporellement, c'est ça? Alors, parfois, il y a juste un dessin avec une phrase qui donne D'accord. simplement les clés, mais vraiment de manière très minimale. Mhm. Hum, C'est ça. Donc il y a une vraie Voilà. il y a une vraie expérimentation, je dirais presque phénoménologique. Voilà, donc c'est vraiment une expérience non pas intellectuelle, non pas, je dirais, cognitive. C'est pour ça que vous parlez du corps, même si bien évidemment ça fait appel à la mémoire, à des senteurs, ce genre de choses. Mais
ce qui me semble vous porter, c'est cette dimension, effectivement, peut-être que je me trompe, en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'entend un petit peu, cette ouverture de l'expérience. Mot expérience qui veut tout dire, et puis il y a grand-chose à un moment donné, mais de réappropriation de son corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans vos œuvres, on va dire dans vos œuvres, même si elles sont toutes différentes, il y en a plus d'une trentaine, mais peut-être même plus. Est-ce que c'est de ça dont on ressort? On ressort pas d'un spectacle, on ressort transformé ou reconnecté avec la nature, ou reconnecté avec son corps? Reconnecter avec soi-même, je dirais, avec son corps, avec Oui, les autres. Il y a cette idée, on vit dans un monde hyper technologique, hein, et puis même nous, même moi, je passe mon temps devant des écrans. Et du coup, il y a aussi cette envie, ce désir de sortir les œuvres pour se reconnecter également avec des êtres. L'utilisation de la technologie nous permet de sonder, en tout cas, euh, des choses qui sont liées aux êtres vivants. Donc, l'énergie électrostatique du corps humain, la chaleur, le mouvement, le souffle, tout ce qui émane du corps. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'on l'utilise dans nos créations. Vraiment de se reconnecter au corps et d'augmenter d'une certaine manière cette relation, en fait, à travers les propositions sonores ou lumineuses ou visuelles dans nos œuvres. Moi, je considère souvent, quand on travaille sur une installation, une nouvelle œuvre, je vois toujours le corps comme une interface continue avec le monde, en fait. De par sa peau, de par son souffle, de par son contact, etc. Donc, et la peau, c'est justement cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur, qui est une frontière qui est finalement poreuse, hein, un espace d'échange. Et il y a autre chose aussi qui, pour moi, est très important, lié au toucher. Enfin, il y a Merleau-Ponty qui dit que toucher, c'est se toucher, en fait. Et dans l'idée de venir toucher, en fait, par exemple, une plante, et bah, du coup, bien sûr, on va éprouver l'existence de la plante, mais on va aussi éprouver notre propre sensation d'exister, en fait. C'est éprouver sa propre existence également. Donc, c'est se sentir vivant au cours de l'interaction. Et pour moi, ça me semble fondamental dans la plupart de nos installations, parce qu'on finalement, notre corps est finalement, on cherche à créer une unité, en fait, entre notre corps et l'œuvre. Comment, à un moment donné, on crée cette unité, ce lien symbolique, et comment, à un moment donné, on crée une identification symbolique aussi entre notre corps et celui d'une plante, entre notre corps, entre celui d'une membrane de cuir. Enfin, à chaque fois, il y a à un moment donné ce travail de rapprochement entre le corps et l'œuvre. Et là aussi, c'est ce qui fait partie de cette création, de l'interaction symbolique, de cette... oui, de cette idée du rituel aussi. Enfin voilà, on est beaucoup dans le symbole et dans le lien fort qui peut nous unir. mais donc vous êtes dans la joie. Et non, mais ce moment de suspension, effectivement, il était volontaire. Non, ce qu'on entend, c'est que vous utilisez des choses qui parfois sont presque d'un lieu commun, même sur cette idée de se reconnecter à soi-même. Mais il n'est pas question de développement personnel. Quand vous parlez de retour à soi, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais sur votre site internet où on peut trouver beaucoup de documentation sur vos œuvres, sur leur exposition, sur aussi différents types de travaux. J'ai évoqué des installations pérennes, mais aussi des performances et des catalogues. Vous définissez plutôt comme plasticien. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et donc, ce terme, donc on ne va pas faire d'histoire de l'art, et puis je ne suis pas historien de l'art, mais comme je l'entends chez vous, on l'entend effectivement comme ce rapport à l'espace, où à un moment donné, sujet, objet peuvent se rencontrer. Alors, rituel mandala, est-ce que vos œuvres seraient des mandalas cachés sans qu'on le dise? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette référence au mandala? Anaïs, vous qui parliez de Merleau-Ponty, qui n'était pas le plus grand philosophe sur les mandalas, mais vous avez évoqué tous les deux, et tu as parlé d'unité, de cette unité. Cette unité, c'est pas simplement une hybridation on va vous mettre un casque de réalité virtuelle, ou alors
on va vous convoquer avec des matériaux naturels, comme ça, vous allez prendre conscience. Non, moi, dans unité, j'entends autre chose, effectivement, dans ce que vous évoquez tous les deux. Cette unité mandala? Alors, je ne m'avais jamais vu penser l'unité mandala. Moi non plus. C'est pour ça qu'on fait quelques rencontres, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir amener quelque chose pour vous aussi. Mais à chaque séance, je ne parle pas de mandala. J'en parle uniquement par rapport à vous, parce que le retour à soi, c'est quand même quelque chose, c'est une notion. La question du soi, c'est quelque chose qui vient plutôt de l'Inde, enfin qui est présente aussi, mais il n'est pas question du moi, il n'est pas question là-dessus. Voilà, et c'est pas très grave, on peut travailler sur le moi. En tant qu'analyste, j'ai pas de souci avec ça. Mais qu'est-ce que ça vous évoque le mandala? Parce que rituel, c'est un mot traditionnel. Voilà. Donc je me dis, tiens, mandala, c'est un mot aussi traditionnel. Il ne s'agit pas de faire un hindouisme ou de savoir comment chez vous, vous avez été habillé ou pas et quelles sont vos influences, mais juste par rapport à cette unité, ce que vous avez évoqué par rapport à cette unité. Allons un peu plus loin, en vous laissant le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a une dimension animiste ou sacrée? Et vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, on n'est pas dans. Vous avez le Ouais. droit de garder mystère. Ouais, je pense pas qu'il y ait une dimension. Enfin, je pense que chacun peut après ressentir justement ce qu'il a envie de ressentir Mhm. dans nos œuvres. On cherche pas forcément à faire une œuvre qui évoque l'animisme ou telle Mhm. manière de penser. On est beaucoup dans la sensation, on est beaucoup dans le vivant. euh, de, et en fait, quand on pense interaction symbolique, c'est aussi avec les outils technologiques qu'on utilise, c'est de voir aussi comment à un moment donné, la technologie qu'on utilise aujourd'hui va créer en fait, va nous permettre donc d'inventer des nouveaux langages et comment à un moment donné on arrive à créer une forme d'organicité avec tout ça en fait, avec ces différents éléments. Mais ensuite, je pense que c'est à chacun de vraiment ressentir ce qu'il a à ressentir en fonction de sa culture, son éducation, sa sensibilité. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui, je n'ai pas vraiment de connaissances sur le mandala. Donc, Non, non, mais vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas une invitation à faire une installation sur le mandala, puis que je vous proposerai de. Vous avez déjà exposé en Inde? oui, Oui. Vous voyez que vous avez exposé sur tous les continents et dans beaucoup, beaucoup de pays. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre en avant votre travail, vous le savez. Parfois, sont aussi les données. Il y a une pièce qui fonctionne avec, on peut dire pièce, les données météorologiques, c'est ça? Vous alors avez une œuvre? on a des œuvres qu'on appelle climatiques, C'est ça, euh, oui. des œuvres qui se modifient, enfin, ce sont donc des œuvres qu'on met en extérieur, Mhm, qui ne sont pas forcément interactives au contact des êtres vivants, mais mhm. qui se modifient, qui évoluent en fonction du climat. Ce ne sont pas des œuvres hyper technologiques. Parfois même, il y en a où il n'y a pas de technologie à l'intérieur. Et par exemple, on a certaines œuvres, une œuvre qui s'appelle Calice, par exemple, qui fonctionne avec qui, qui produit du son, un son cristallin, donc elle a une forme cristalline, et il y a un léger son de cristal qui en émane en fonction de l'intensité du soleil. Simplement, il y a un petit dispositif à l'intérieur électrique et avec des capteurs solaires qui mettent en résonance une plaque de métal qui produit ce son. Donc, il n'y a pas de technologie exubérante, il n'y a pas de technologie dedans, en fait. Voilà. Mais l'intérêt pour nous, c'est de montrer cette œuvre-là et de faire en sorte qu'elle n'est pas toujours tout à fait de la même manière en fonction de, de l'ensoleillement ou des nuages dans le ciel. Voire elle devient silencieuse quand il y a des nuages. Et nous en avons fait d'autres. Il y avait les nuages sensibles, les nuages Nuages solides, solides. par exemple. C'est une œuvre flottante avec de la vapeur d'eau à l'intérieur. Et la vapeur se condense différemment en fonction du soleil. Et donc l'opalescence des bulles change en fonction de la température et du soleil. Et de la façon dont on la regarde. Et la façon dont on la regarde. Et comme elle est flottante, en fonction des vents, elle se forme, sa forme change, évolue un tout On comprend bien la dimension cosmique. On dirait cosmique ou cosmos? Les deux.
Ben, en fait, notre nom, il est vraiment né au départ d'une première œuvre qui s'appelait Sphéraléa, dans laquelle on rentrait et on interagissait à plusieurs dans un univers, dans des univers visuels et sonores qui changeaient régulièrement. Et ces univers, on les avait appelés des microcosmes, en fait, des petits univers. Voilà. Comment, tu peux répéter un poil plus fort, Grégory, excuse-moi? Des microcosmes, des D'accord. petits Mhm. microcosmes. Et en fait, notre nom est né à la suite de ça, et nous nous sommes donné un nom également parce que Grégory Lasserre et Anaïs Meddenangst, c'était un petit peu long, et très souvent, c'était très mal orthographié dans les coms de différents festivals. Je ne vais pas les noter, mais au tout début, en tout cas, il y a eu vraiment des surprises un peu bizarres. Et il a fallu se donner un nom. On s'est dit, on va se donner un nom, et on s'est donné un nom par rapport à cette première œuvre. Voilà. Bah, du coup, scénocosme, pour nous, c'est plutôt l'idée de scénographier de petits mondes, voilà, Voilà. de petits mondes, et de scénographier la place du spectateur dans ces petits mondes. C'est Ben, c'est cette pas mal idée. parce que Petit Monde, moi, j'y avais pas du tout pensé, je ne le savais pas. Petit Monde, ça évoque quoi, Naïs? C'est à la fois très clair, Petit Monde, et à la fois, je trouve ça très poétique et très… voilà, c'est assez surprenant. Vous avez fait aussi des performances aussi, parce que on parle d'œuvres, donc on parle d'installation, on peut parler de dispositifs. Je ne sais pas si la question du dispositif, c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Hein. On n'est pas là pour chercher des concepts philosophiques ou esthétiques, mais vous avez fait des performances aussi, parce qu'on parle de cette dimension corporelle. On a parlé de spectateurs, on peut parler d'opérateurs, de visiteurs, mais vous avez fait des performances aussi avec d'autres artistes ou que tous les deux? Oui, on a fait des choses. Après, là, on remonte. Hein, Oui, déjà, du nom, c'était en 2004. oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Oui, oui. Après, on a fait quelques performances, oui, en 2006. Et puis, on a fait des choses, mais ça reste assez anecdotique par rapport Hmm, à notre installation, c'est ce vrai. qu'on essaye de mettre en Est-ce que, avant. Ce qui oui, nous intéresse surtout maintenant, c'est de faire des œuvres dans lesquelles on invite les spectateurs. Les spectateurs sont invités d'une certaine manière, à approcher l'œuvre puis à performer, hein, entre guillemets, avec l'œuvre. hmm, hmm. C'est plutôt cette idée-là, même si on fait des choses avec eux, même si parfois on fait des œuvres participatives, on est là, on les implique également. Donc c'est surtout ce rapport-là maintenant qui nous intéresse, notamment par exemple sur une œuvre comme Synergie, qui est un mapping interactif où en fait on invite les spectateurs devant une caméra, ils se filment, on les filme d'une certaine manière, on fait par rapport à leur proposition, et il va rester une trace de leurs gestes, de leur image, dans une scène qui va se constituer comme ça petit à petit de toutes les traces des spectateurs qui se seront prêtés au jeu de la captation. Et puis ça devient éphémère, c'est-à-dire à un moment donné, quand l'image est pleine, on efface et on recommence avec d'autres publics, etc. Donc je ne sais pas si on peut considérer que c'est une sorte de performance pas en tant que telle, mais c'est plus cette idée d'être avec les publics pour faire des choses ensemble qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, je crois que vous avez évoqué, soit Anaïs, soit toi, Grégory, l'aspect d'interrelation avec le public aussi, l'aspect social. Et encore une fois, c'est pas simplement l'aspect espace public ou la dimension écologique. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est de l'ordre de réinventer la rencontre? Ça me vient comme ça. Hein, j'ai pas pris de note, Anaïs. Moi aussi, je fais des petits Alors, mondes. inventer la rencontre, en tout cas susciter la rencontre, Oui. ça Susciter c'est la sûr. rencontre, c'est ça. Voilà. Susciter la rencontre à un endroit où on ne l'attend pas forcément. Oui, Ce sont oui. des œuvres qui sont propices à la rencontre, oui. À des rencontres entre des gens qui se connaissent pas forcément au départ, en tout cas. C'est ça. Et C'est, c'est pour ça que je vous posais la question de quelle manière les œuvres sont présentées. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui passe pas obligatoirement par une narration comme c'est assez classique. On est vraiment de l'ordre de l'expérience, avec cette dimension de l'éphémère, de toujours pouvoir recommencer. Donc, on sort du mandala sur l'aspect 2D et on rentre dans le dharma au niveau de la troisième dimension sur les cycles. Mais moins de plaisanterie parce qu'en plus, vous vivez pas en Inde, vous vivez en France et vous n'habitez pas dans un ashram. Mais plus sérieusement, il y a cette dimension d'unité, d'expérience, à la fois où vous êtes capable de vous inscrire
dans des codes qui sont très reconnus à l'heure d'aujourd'hui. On va dire le champ des arts numériques, les musées, les institutions, les espaces publics, la question de l'environnement, la question de la technologie. Et l'air de rien, encore une fois, vous avez une invitation qui est totalement différente à travers des choses qui vous correspondent, c'est-à-dire ces attentes de renouveler, de rencontres, d'une expérience qui est de l'ordre de l'éphémère et du sensible, c'est ça, peut-être. Sensible et éphémère? En tout cas, ce qui va se produire, oui, va être éphémère, puisque d'une certaine manière, la plupart de nos œuvres se rendorment une fois que les spectateurs sont partis. Et quand ils reviennent, quand d'autres publics reviennent, elle va se révéler pas forcément de la même manière. Oui. Donc on peut dire qu'en effet, il y a des moments d'expérience avec l'œuvre qui sont éphémères, oui, qui ne seront jamais les mêmes. Ça te fait sourire, Anaïs. Et puis d'ailleurs, j'ai commencé à vous tutoyer tous les deux, mais c'est facile parce que je peux, si vous voyez, si je vous parle à tous les deux, mais ça te fait sourire, Anaïs, parce que Grégory a parlé, les œuvres se rendorment, et j'ai tout de suite pensé au petit monde. Alors, est-ce que vous créez des rêves? On crée les nôtres, en tout cas. Oui. Ah ben voilà, donc comment on arrive à travailler à deux? Alors ça, je ne vais pas rentrer dans votre intimité, mais quel est votre parcours? Vous étiez plasticien, vous vous êtes rencontrés. Il y a souvent dans l'environnement je dirais des arts numériques, arts médias, des gens qui se rencontrent parce qu'il y a un échange de savoir. Un tel a telle propriété, tel autre, comme on trouve par exemple dans des compagnies de théâtre ou des groupes de musique, ce genre de choses. J'ai pas l'impression que ça soit ça chez vous, mais votre parcours. Anaïs, j'ai bien compris que c'était les mandalas et Grégory aussi, mais on peut dévoiler un peu le moment de la rencontre? Oui, on peut parler de notre rencontre qui est déjà avant tout, qui s'est avant tout réalisée sur une même sensibilité, en fait, sur un partage d'un univers poétique. Moi, quand on s'est rencontrés, c'était un moment où j'étais en anthropologie. J'ai fait 2 ans d'anthropologie. Oui, c'est bon. J'ai fait 2 ans d'anthropologie au milieu de mon parcours Beaux-Arts, en fait, que j'ai fait à Lyon. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de découvrir ce qui m'intéressait dans mon projet artistique, c'est-à-dire la relation à l'humain. Et ça, c'est grâce à Grégory que j'ai pu voilà, le manifester. Et après, tu as repris. Et après, j'ai repris les Beaux-Arts pour terminer ce que j'avais commencé, tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai un parcours multimédia, en fait. Donc, et en plus, oui, ce qu'on peut dire, c'est que toi, à l'époque où tu étais à l'école d'art de Lyon, il n'y avait quasiment pas, pas d'enseignement d'art numérique. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Il y avait pas beaucoup d'écoles d'art, d'ailleurs. Qui étaient sensibles à ces questions-là, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien que toutes les écoles soient sur Zoom et totalement sous casque vert. Ça, c'est encore une autre question, mais ça s'appelle la modernité. Mais non, je comprends mieux, Anaïs, cette convocation du rituel, qui est parfois souvent convoqué dans un retour, effectivement, à quelque chose de plus traditionnel ou plus authentique. Mais chez vous, il ne s'agit pas de ça. Il y a des expositions ou des artistes qui vous ont marqué? C'est pas du tout... Alors moi, dans ceux qui m'ont marqué, étonnamment, c'est Piotr Kowalski. Oui, ben, moi je comprends totalement. Oui, j'ai eu l'occasion d'exposer une œuvre de Piotr Kowalski qui est interactive, travaille avec la question de l'électromagnétisme, du néon. Mais lorsqu'on l'expérimente, c'est-à-dire lorsqu'on ne la regarde pas sur une reproduction, on se rend compte que c'est pas simplement le corps qui fait lien électrique, je dirais, et qui crée la lumière. Il se passe quelque chose dans les dimensions des éléments, les matériaux, et on peut parler d'écriture ou pas d'écriture, de la composition. Dans l'invitation à rentrer dans quelque chose qui est une certaine forme d'unité, paf, on n'est pas simplement on, on reçoit pas un coup de courant. Donc ça ne m'étonne pas. Et Anaïs, peut-être que tu sais qu'il y a Piotr Kowalski a travaillé avec des poètes comme Gerasim Luka, avec des œuvres qui sont là dans une autre tradition du livre d'artiste, où les deux, avec leurs univers, offrent une trace. Voilà, qu'on peut appeler sculpture. Voilà, donc ça m'étonne pas du tout. Non, parce que je pensais à certaines grandes expositions d'Hubert Martin qui sont souvent convoquées
dans l'histoire des arts, qu'on reconvoque régulièrement, qu'on veut relire. Et j'ai l'impression que vous vous êtes totalement affranchis de votre formation tous les deux et que vous avez créé votre univers, donc réalisé vos rêves en quelque sorte, que vous faites partager dans une dimension qui pourrait être une dimension d'un point de vue esthétique cauchemardesque, mais pas du tout. Il y a une certaine sensibilité qui n'est pas une sensiblerie chez vous. Voilà, il y a cette dimension effectivement de tactile, peut-être d'épidermique. Et peut-être que Grégory aussi, il y a d'autres artistes ou d'autres révélations, d'autres choses que tu as croisées qui t'ont dit ah c'est ça qu'il faut que je fasse ou pas. Hein, c'est pas des questions. Oui, il y en a plein. J'aurais du mal à. Là, j'aurais du mal à. Il faudrait que je réfléchisse plus longtemps pour. Il y a plein d'influences. Il y en a plein. Et puis, il y a vraiment eu aussi cette envie d'essayer d'inventer des nouvelles formes. Euh, il se trouve qu'on n'invente pas, on n'invente jamais. Si on cherche après, on se rend compte que d'autres ont déjà expérimenté des choses qui ressemblaient ou similaires. Mais il y en a plein. J'aurais du mal à citer là spécifiquement. Alors, J'esquive cette question. vous inquiétez pas, on va pas passer l'après-midi ensemble. Vous avez la gentillesse de m'accorder un petit peu de temps, mais les plantes que vous utilisez, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une époque où il est très important d'un point de vue éthique de respecter l'environnement vivant. Mais vous utilisez aussi des matériaux vivants tels que des pierres. Est-ce que les plantes que vous choisissez ou les pierres, il y a une dimension rituelle ou une dimension de recherche particulière au-delà peut-être de l'esthétique? Qu'est-ce qui vous porte à choisir telle ou telle plante ou telle pierre ou tel matériau? Alors, en tout cas, pour rebondir sur, ce qui est Oui, drôle, c'est que chaque année, on nous dit que nos œuvres avec les plantes sont hyper à la mode. c'est vrai. Alors, alors tant mieux pour nous, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on a voulu travailler avec des plantes, des végétaux, c'était pas du tout dans cette idée de, de conscience écologique ou environnementale, même si, Même bien si vous sûr, êtes exposé actuellement à Lille. même si nous sommes sensibles à ça, évidemment, je ne renie pas du tout ça, mais il y a vraiment cette idée dans l'idée d'utiliser des matériaux qui ne sont pas des matériaux techniques et de les hybrider ensemble. Déjà, moi, en tant qu'artiste et en tant qu'expérimentateur, ce qui m'intéressait, c'était le défi technique. Essayer de faire des choses, de mêler ensemble des choses qui ne communiquent pas normalement entre elles et d'essayer de créer quelque chose de l'ordre du sensible avec ces éléments-là. Donc déjà, d'un point de vue artistique, il y avait cet aspect-là qui m'intéressait. Et, euh, et en effet, ayant moi-même et Anaïs, nous sommes sensibles à ça parce qu'on a grandi à la campagne. Enfin, moi, mes univers de jeu, c'était la forêt, c'était la montagne. Donc, ce sont des sources d'inspiration, mais là encore, c'est pas nouveau. Je veux dire, la nature a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, ça fait longtemps. Sauf qu'on se l'approprie de manière contemporaine, c'est-à-dire que j'ai toujours tendance à dire qu'en tant qu'artiste contemporain, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser des outils contemporains, qui sont des outils technologiques, et de les détourner de leur usage classique, normaux. C'est-à-dire que j'aime bien prendre des outils techniques et les retourner justement, et voir comment on peut les connecter autrement. Voilà. Et après, oui, évidemment, il y a, nos œuvres peuvent donner envie aux spectateurs de parler de leurs propres croyances avec des végétaux ou avec des pierres. Et ce qui est intéressant, c'est que cela suscite des dialogues, des échanges intéressants, en tout cas. Nous apprenons énormément aussi de cette mise en connexion avec les spectateurs. Voilà ce que je peux dire, mais
voulais peut-être ajouter autre chose, Anaïs? En fait, si par rapport juste à la question de comment on choisit nos plantes ou nos pierres, voilà. Quand on choisit nos plantes pour Acousma Flore, en fait, on a des critères, on a quelques critères très importants qui sont en fait déjà que ce soit des plantes tombantes, mais qui soient les plus longues possibles, de manière à ce qu'elles soient pratiquement à notre échelle, en fait, à une échelle humaine. Que l'on puisse aussi avoir un rapport que l'on n'a pas forcément d'habitude avec les plantes, c'est-à-dire de pouvoir les prendre dans nos bras. Enfin, voilà, créer des gestes qui soient typiquement humains, en fait. Donc, c'est une manière de nous rapprocher de le fait de les mettre à la même échelle. C'est un critère simple, mais qui en fait a beaucoup de sens. D'ailleurs, on a une œuvre qui s'appelle Pulsation aussi, que l'on présente en extérieur, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'Acousma Flore, mais qui invite aussi à ce geste, à prendre un arbre dans ses bras, à coller son oreille contre. Et lorsqu'on le fait, on entend un cœur qui bat à l'intérieur de l'arbre. Et en fait, c'est le son, on perçoit le son parce qu'il fait résonner les oreilles, enfin notre oreille et puis les os de notre oreille, l'oreille interne. Et c'est également une œuvre que des sourds et des malentendants peuvent percevoir et ressentir à travers le corps, parce qu'on ressent cette vibration dans tout le corps. Et cette importance de la perception du corps est pour nous primordiale dans nos créations. C'est ce que nous essayons de mettre en avant également. J'irai pas un peu plus loin, mais me vient à l'esprit le fait que il n'y a pas de texte qui accompagne de manière pédagogique. Il y a cette dimension d'expérimentation des sens, on peut dire ça comme ça. Mais dans ce que vous venez tous les deux d'évoquer, il y a quand même une œuvre, une écriture, une réflexion sur les scénarios, les synopsis qui se mettent en place en fonction de l'interaction entre le spectateur, les visiteurs, l'installation de dispositifs. Mais surtout, là, vous venez d'évoquer tous les deux les gestes. Et donc, il y a une question de langage qui se met en place. Vous avez un cahier de travail, des notes qui archive, je dirais, l'ensemble des gestes possibles. C'est-à-dire que là, on est sur un langage de signes qui sont le corps fait signe. Voilà. Donc, dans votre manière de travailler, il existe. Ça, je ne les ai pas vus sur les catalogues, donc ça m'intrigue. Donc, parce que je pense, par exemple, à Dora Garcia, qui est une plasticienne, performeuse, très engagée sur des questions de société, qui est dans une autre dimension que la vôtre, mais par exemple, dans un travail de performance, à partir d'un texte, elle a dessiné des positions, voilà, qui sont comme des positions chorégraphiques. Et l'air de rien, on évoquait la performance, ce que vous venez de me dire là, ce que vous venez de nous partager pour les personnes qui regarderont après, c'est que vous avez identifié, de par le choix des plantes, non pas d'un point de vue esthétique, mais vraiment leur forme, c'est-à-dire des plantes avec lesquelles l'être humain, par son échelle, et on parlait d'unité de perception, donc vous évoquez l'aspect symbolique souvent là, donc ça c'est la relation symbolique. Je trouve ça très intriguant et très très excitant. Et donc là, on a presque un vocabulaire qui se construit. Ce vocabulaire, il est dessiné ou il est intuitif ou pas du tout? Il est intuitif. Il est très intuitif et puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette idée de relation symbolique. En fait, quand on imagine, ou de langage du coup, quand on imagine en fait l'interaction sonore, on parle de comportement sonore en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le comportement sonore que l'on va donner à une plante, ou du coup à l'humain quand il va se toucher, comment ce son va aussi influencer notre manière d'interagir avec la plante. C'est-à-dire de voir comment est-ce qu'il peut, quelle influence, quel feedback cela va provoquer. Donc on est dans cette idée de comportement et aussi d'empathie en fait. Enfin, il y a à la fois, il y a les deux qui se croisent la plupart du temps. Oui, d'ailleurs, on parle souvent d'œuvres comportementales dans la plupart de nos créations. Empathie et comportementaliste, ça nous emmènerait sur un territoire presque psychologisant, mais il ne s'agit pas de psychologisant, il s'agit vraiment de phénoménologie, je dirais ça comme ça, pour faire un petit peu intellectuel et sérieux à cet entretien qui ne l'est pas, qui est simplement un moment partagé entre deux artistes, voilà, Anaïs et Grégory. Est-ce qu'à chaque fois, parce que c'est très important pour vous de recueillir, donc de cultiver ce que les personnes qui traversent vos œuvres ont pu récolter.
Et pas d'un point de vue, pouvez-vous me raconter en 10 lignes ou en 40 000 signes, mais peut-être la sens. Donc c'est important que les gens ressortent joyeux, peut-être je rajoute joyeux, donc cette dimension d'empathie, en tout cas d'expérience et de traversée. Pour les œuvres, donc il y a des œuvres qui sont régulièrement représentées, puisque vous traversez tous les continents, donc j'imagine il y a certaines œuvres que vous reprogrammez, on peut dire ça comme ça, mais quand vous créez de nouvelles œuvres, est-ce qu'elles sont déterminées, elles sont le résultat aussi de rencontres avec ces visiteurs, ces spectateurs, ou pas du tout? Vous recueillez, vous cultivez, de quelle manière vous avancez pour ce présent qui est devant nous actuellement, votre travail? Je dirais que les retours des spectateurs nous nourrissent. On ne les note pas, nous n'en faisons pas forcément quelque chose derrière, mais cela nourrit notre désir de continuer. Déjà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours positifs, c'est réconfortant. D'avoir des retours négatifs, ça permet aussi de s'améliorer, ou de se poser la question de ce qui ne va pas dans une création. C'est important également. Notamment, peut-être notamment, je peux parler d'une œuvre qu'on a peu exposée, c'est une œuvre qui engage la parole, avec la reconnaissance vocale. Donc, par exemple, nous nous sommes dit, bon, elle va fonctionner comme les autres, les spectateurs ne vont pas avoir d'appréhension à rentrer dans l'œuvre. Et en fait, finalement, c'est dur pour la plupart du public de s'adresser comme ça à un écran, en fait. C'est intimidant, en fait, de parler. C'est plus facile de toucher. C'est même seul dans une œuvre, c'est plus facile d'aller au contact de l'œuvre, il y a ce rapport intime. Mais dès qu'on engage la parole, on s'est rendu compte que ça pouvait être difficile pour certaines personnes. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Moi, vraiment, je pensais, enfin, j'ai pas de problème pour parler. Voilà. Donc voilà, c'est un des retours qu'on a pu se faire sur cette installation. Et il y en a d'autres. Mais voilà, je dirais que ça nourrit nos désirs de continuer parfois à faire certaines œuvres et pas d'autres, de continuer à faire évoluer d'autres œuvres, d'aller dans certaines directions pour les nouvelles, etc. C'était quoi déjà la question? J'ai déjà perdu la... Il n'y avait pas de question, c'était l'idée de terminer sur quelque chose, notre échange. Et moi, je trouve que l'évocation de cette pièce sur la question de la parole, de l'écran et du toucher correspond, aussi bizarre que ça puisse paraître, à cette idée d'une deuxième saison qui ne soit pas enfermée sur Zoom, mais qui soit, même si effectivement il est question toujours d'écran, il est question de tenter quelque chose qui soit de l'ordre d'une parole. Voilà. Mais il n'y a pas que les paroles par les mots, il y a aussi les paroles silencieuses et le langage est beaucoup plus vaste. Ça, vous nous l'avez fait partager, ça c'est génial. Mais Anaïs, mais donc la question, non, il n'y a pas de question, Grégory. On va glisser plutôt vers la fin. Je n'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on a pu déplier des choses qui me semblent, en tous les cas, aussi avec des éléments qu'on n'a pas spécialement quand on regarde votre site internet sur écran. Et donc, il faut inviter les gens à aller voir les œuvres, dont l'île Utopia. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose tous les deux? Et d'abord, Anaïs, par rapport à cette pièce sur le langage que vous avez très peu montrée. Je, je trouve que tu as assez bien résumé sur. Je n'aurais rien à rajouter sur la question du langage parce qu'effectivement, c'était intéressant de se retrouver confronté à cette situation auquel on ne s'attendait pas, c'est vrai. Et voilà, c'est vrai que, comme dit Grégory, on aime aussi voir, voir des réactions des spectateurs qu'on n'imagine pas en fait en amont, parce qu'évidemment on essaie de toujours se projeter sur comment ce qui pourrait réagir, etc. Et on a toujours des surprises. Et là, ça faisait partie des surprises qu'on avait effectivement pas du tout cernées. Oui, et puis pendant le Covid, nous avons aussi créé une offre qui réagit au regard, avec une caméra qui détecte vraiment le mouvement des iris, ce qu'on appelle un oculomètre. Euh, et pour nous, c'était une manière de se dire, enfin, vraiment, c'était la douche froide, c'était la catastrophe au moment du confinement. D'un seul coup, toucher est devenu interdit. Alors, toutes nos œuvres pratiquement engagent ce contact corporel. Se réunir est devenu interdit. Et nous sommes dit, bah,
comment est-ce qu'on va réussir à engager le corps différemment. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé cette œuvre Iris, du coup, qui s'active à travers le regard. Donc, c'est une œuvre, l'expérience est très intime, très intérieure. Et quand on est face à l'œuvre, en fait, le mouvement, le déplacement de l'œil, du regard, va modifier l'œuvre de manière visuelle et sonore. Donc, cette expérience-là, elle est aussi intéressante parce que certaines personnes rentrent vraiment dedans, arrivent vraiment à se déconnecter de ce qu'il y a autour et à être centrées sur elles-mêmes et à vraiment se projeter. En fait, quand on regarde, on vient modifier le son, et si on se concentre sur le son et uniquement sur le son, ça vient modifier l'image jusqu'à ne plus regarder l'image. En fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et donc, ça fonctionne très bien sur certaines personnes, alors que d'autres, pas du tout. L'œil bouge tout le temps, donc elles n'arrivent pas à se concentrer. Oui, mais justement, moi, c'est ce qui me paraît intéressant aussi dans Et c'est cette intéressant, oui. installation, parce que, en fait, on invite effectivement le spectateur à contrôler du regard, mais finalement, l'image contrôle notre regard, parce que ce sont des images qui sont assez hypnotiques. Donc, du coup, on essaie d'influencer l'image qui, en fait, est en train de nous influencer elle-même. Et ce double jeu-là est finalement intéressant, enfin, sur le pouvoir du regard et de cette sensation de contrôle ou contrôler, en fait. Sinocosme, c'est tout sauf le contrôle de l'univers. Est-ce que la formule vous plaît? C'est En tous les impossible de contrôler l'univers, c'est l'univers qui le contrôle. J'ai fait exprès. En tous les cas, merci beaucoup Anaïs et Grégory. Le site internet, on le mettra sous la petite vidéo, mais ça doit être senocosme.com ou .org ou .fr. C'est .com, voilà. Les gens qui ont entendu que vous exposiez à Lille, c'est parce que Lille, il y a dans le titre Utopia, et il y a des questions aussi liées avec l'environnement, mais les gens trouveront facilement. Moi, il me reste à vous remercier d'avoir joué le jeu ensemble. Et puis, si vous voulez dire quelque chose pour terminer, ce sera avec grand plaisir. Je ne voudrais pas vous couper la parole. Alors, pour préciser, donc c'est dans le cadre d'Utopia à l'île 3000 et c'est à l'hospice d'Avray à Tourcoing. Et c'est donc à côté de Lille. Pendant tout l'été. Alors, elle sera fermée au mois d'août, je pense, parce que l'hospice d'Avray doit fermer au mois d'août, jusqu'en octobre. Et nous avons 6 installations qui sont là-bas. Ah oui, ok. Je ne savais pas qu'il y avait autant de pièces présentées. Anaïs, c'est vous qui avez le mot de la fin et après je coupe notre direct. Je passe du tutoiement au vouvoiement parce que là, quand je vous dis vous, Anaïs, c'est vous en tant que couple, groupe artistique. Voilà, c'est pour ça. Et vous qui devez trouver le rituel de fin. D'accord. Eh bien, moi, je tiens vraiment à te remercier chaleureusement pour nous avoir invités, pour nous avoir aussi posé toutes ces questions que l'on ne nous pose pas forcément. Donc, merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie dans un rituel totalement mandala. Portez-vous bien et puis à très vite dans des installations Scénocosme. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.